Didier Billon, bonjour. Bonjour. Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a accusé le Qatar d'être responsable de l'attaque du 7 octobre. Le Qatar est un pays qui soutient et finance le terrorisme, a-t-il déclaré. Est-ce que ce genre de déclarations israéliennes peuvent remettre en cause le rôle de médiateur du Qatar dans cette guerre à Gaza? Non, je pense que cette accusation est tout d'abord proférée par un des éléments les plus extrémistes du gouvernement de M. Netanyahou. M. Smotrich est un suprémaciste juif qui n'est pas avare de déclarations à l'emporte-pièce, mais qui sont souvent sans aucun fondement. Alors pour revenir au contenu même de la déclaration, il est absolument absurde, aberrant d'accuser le Qatar d'être responsable du 7 octobre, puisque effectivement, nous le savons et c'est avéré, documenté et reconnu par le Qatar, il y a eu depuis maintenant de nombreuses années une aide économique de la part du Qatar aux autorités de Gaza, mais cela se faisait avec l'aval d'Israël, puisque Israël était bien content de trouver un moyen de, je vais mettre des guillemets, stabilisation de la bande de Gaza grâce à l'apport des capitaux qataris. Donc cette accusation se retourne en son contraire, puisque si les Qataris ont effectivement aidé le Hamas à Gaza avant le 7 octobre, et c'était avec l'accord, l'aval, le contentement de la part des autorités israéliennes. Donc aujourd'hui, prétendre que c'est le Qatar qui a concocté ou est responsable de l'attaque du 7 octobre est une absurdité politique totale, c'est une contre-vérité, et évidemment ça relève de la propagande dont M. Smotrich ou le gouvernement de Netanyahou ne sont pas avares. Vous le soulignez, hein, le ministre israélien des Finances fait bien partie de cette aile extrémiste du gouvernement. Est-ce que justement l'extrême droite peut venir influer le Premier ministre israélien qui a lui-même jugé problématique le rôle de Doha? Qu'il puisse influencer Netanyahou, c'est une certitude. Nous savons qu'aujourd'hui, Netanyahou joue sa survie politique. C'est d'ailleurs pourquoi il refuse toute possibilité de trouver une solution qui commencerait par un cessez-le-feu. On voit le véritable acharnement de Netanyahou à refuser toute possibilité de dialogue en ce sens. On sait aussi, et il l'a répété à de nombreuses reprises depuis le 7 octobre, que Netanyahou proclame qu'il est tout à fait hostile, opposé à toute éventualité de création d'un État palestinien digne de ce nom. Si ces déclarations sont faites, c'est pour deux choses. C'est qu'à la fois, comme je l'évoquais, M. Netanyahou cherche sa survie politique parce qu'il sait parfaitement que si un cessez-le-feu parvenait à se mettre en place, que si donc un processus de dialogue, voire de négociation se mettait en place, alors très certainement seraient organisées obligatoirement des élections en Israël. Et à ce moment-là, une bonne partie de la population israélienne lui ferait sûrement payer dans les urnes ce que les citoyens israéliens jugent des responsabilités de M. Netanyahou dans la tragédie du 7 octobre. Par ailleurs, mais les deux sont liés et les deux sont concomitants, nous savons que tout à l'obsession de maintenir une sorte d'équilibre politique au sein de son gouvernement pour se maintenir en place, eh bien, il est évidemment très sensible aux sirènes, donc aux proclamations des plus ultras de ce gouvernement, c'est-à-dire les suprémacistes juifs et les ultra-orthodoxes. Et une chose s'est maintenue, c'est cette obsession de Netanyahou de rester au pouvoir par tous les moyens, parce qu'il sait que s'il n'est plus au pouvoir, alors la machine judiciaire israélienne pourrait se retourner contre lui, puisque nous savons qu'il y a un certain nombre d'accusations qui sont actuellement instruites à son encontre. Et est-ce que ces déclarations, de l'extrême droite, je dis «c'est» parce qu'il y a eu celle-ci, sur le Qatar, mais il y en a aussi eu d'autres sur l'évacuation de la bande de Gaza, par exemple. Est-ce que ces déclarations peuvent isoler Netanyahou sur, la scène politique internationale, sachant qu'il y a quand même beaucoup de pays qui saluent le rôle du Qatar dans les négociations? Oui, absolument, mais je pense qu'en réalité, Netanyahou, on le constate, est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Le problème, c'est que son principal soutien, les États-Unis, en dépit de quelques déclarations de M. Biden ou de son secrétaire d'État, M. Blinken, un peu critique, qui demande à Netanyahou de mieux prendre en compte la situation humanitaire absolument désastreuse, qui demande à Netanyahou d'enfin accepter de mettre en œuvre une solution de type politique. Cela n'est absolument pas entendu et malheureusement, les États-Unis, au-delà de ces déclarations, eh bien, quand il y a un vote à l'ONU visant justement à un cessez-le-feu, eh bien, ils posent leur veto. Donc, on est dans une situation où M. Netanyahou bénéficie encore de son principal soutien, en réalité celui des États-Unis. Mais nous savons qu'à travers le monde,
que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, eh bien, de plus en plus nombreux sont les gouvernements, sont les régimes, sont les États qui sont critiques à l'égard de Netanyahou et qui exigent un cessez-le-feu. Donc de ce point de vue, même s'il n'a pas encore perdu son principal soutien, il est clair, malheureusement on peut le regretter, mais c'est ainsi, il est clair qu'il s'isole de plus en plus sur la scène internationale. Mais tant qu'il jouit du soutien des États-Unis, il continue sur une ligne ultimatiste et malheureusement avec les dégâts terribles pour la population de Gaza que nous connaissons parfaitement maintenant. Cette déclaration de Bezalel Smotrich, elle intervient alors que le Qatar, l'Égypte et les États-Unis tentent une médiation pour obtenir une nouvelle trêve et acheminer plus d'aide humanitaire. Est-ce que ça peut ralentir le processus ? Oui, certainement, malheureusement. Il est clair que les déclarations de Smotrich et donc l'influence qu'ils peuvent avoir sur Netanyahou ont pour conséquence de retarder ce processus qui est infiniment compliqué. Cela n'a échappé à personne. Donc ça, c'est l'aspect très nocif de ces déclarations. Outre leur aspect grotesque et des contre-vérités que nous avons évoquées précédemment, malheureusement, elles ont un effet négatif sur ce jeu très, très, très compliqué de négociations. Espérons que, malgré cela, ces négociations qui n'ont jamais cessé en réalité, mais puissent reprendre un rythme plus soutenu pour aboutir à des résultats tangibles. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'au sein même de l'État d'Israël, notamment les familles d'otages, commencent à se mobiliser sérieusement. On a vu il y a quelques jours que certaines de ces familles d'otages sont rentrées de force dans la Knesset, le Parlement israélien, pour exiger que des négociations puissent aboutir et aboutir à la libération des otages, des membres de leur famille, etc. On sait aussi qu'il y a eu plusieurs manifestations en Israël même contre Netanyahou. Donc tout cela indique qu'au sein même de la société israélienne, en dépit d'une unité qui s'est manifestée après le 7 octobre et qu'on peut comprendre, aujourd'hui, des lignes de, je ne dirais pas de fracture, mais des lignes de faille commencent à se cristalliser, ce qui est aussi un indicateur de l'isolement croissant, relatif certes, mais croissant, de Netanyahou au sein même d'Israël. Donc on est à un moment charnière qu'il faut suivre jour après jour et qui pourrait avoir des incidences positives encore une fois, souhaitons-le, sur l'avenir immédiat de ce qui se passe à Gaza. Oui, pendant ce temps, et ça sera ma dernière question, l'armée israélienne intensifie son offensive dans le sud de la bande de Gaza. Ce mercredi, 2 obus ont touché un abri de l'UNRWA qui abritait des milliers de personnes à Khan Younes. Les États-Unis, vous en parliez tout à l'heure, ont déploré ces tirs et ont appelé à ce que les sites de l'ONU à Gaza soient protégés. Alors pourquoi les États-Unis, l'allié d'Israël historique, adoptent cette position ? Parce que la logique jusqu'au boutiste de Netanyahou, les bombardements indiscriminés qui existent depuis maintenant le 7 octobre, mais qui sont de pire en pire parce que la situation humanitaire se détériore de jour en jour, non seulement à cause du nombre de morts massifs, mais aussi parce que tous les médecins le soulignent, les risques de famine, les risques d'épidémie se font de plus en plus forts, et c'est le moment où, malgré cela, les bombardements continuent avec la même intensité, en tout cas dans le sud de la bande de Gaza, là où sont entassés, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, ces dizaines et centaines de milliers de Gazaouis qui ne peuvent plus vivre dans leurs habitations du nord et du centre de Gaza. Et malgré cette concentration humaine, une densité exceptionnellement forte, les bombardements continuent jour après jour avec la même intensité. Cela non seulement contre les hôpitaux, les installations sanitaires, et donc, devant un tel déchaînement de barbarie, même les États-Unis ne peuvent rester muets. Alors, ça ne signifie pas qu'ils sont très en train pour une solution politique, mais sont-ils obligés de dénoncer le désastre humanitaire qui est à l'œuvre ? Ce désastre humanitaire, il n'a rien de naturel. C'est le produit d'une politique délibérée, de massacres systématiques, planifiés, organisés de la part des autorités israéliennes. Et donc, même les États-Unis sont obligés d'adopter une posture critique et de demander à Netanyahou et son gouvernement de cesser ces opérations militaires pour qu'enfin des opérations humanitaires dignes de ce nom, de ravitaillement, en alimentation, en médicaments, puissent se déployer dans la bande de Gaza pour venir au secours de dizaines et centaines de milliers de personnes qui sont dans la misère la plus absolue. Merci beaucoup Didier Billon d'avoir été avec nous sur Médien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.